adapté par toute la galaxie occidentale. Les médias internationaux assistent à cela en applaudissant. C'est ça le plus dur. Et l'homme fort qui a décidé de ce crime familial, qui a choisi, comme dans l'Ancien Testament, où les enfants payaient pour les crimes de leurs parents, annonce fièrement que c'est une frappe préventive. C'est l'histoire des États-Unis d'Afrique et d'Israël contre l'Iran. Et la Libye avancée par Washington est que l'Iran s'apprêtait à frapper les États-Unis. Le président Trump a décidé d'attaquer en premier, estimant qu'ils allaient nous attaquer. Et il n'était pas question que nous subissions le premier coup de leur part. America can't take this level of gaslighting. I went to the classified briefing. There was no imminent threat. I guess unless Republicans want to redefine the word imminent to mean stretching back 47 years. This whole thing is just so transparently built on lies. Frappe préventive au moment même où l'Iran a accepté qu'il va arrêter son programme nucléaire. These people massacred their own people. Imagine what they would do if they had the ballistic missiles and the nuclear warheads to deliver to every American city. La bombe nucléaire, on ne veut pas que l'Iran la possède. Je peux le comprendre. Mais est-ce qu'Israël la possède? La réponse est oui. Est-ce qu'Israël la possède dans le respect des règles internationales? Est-ce qu'Israël a été autorisé à posséder la bombe nucléaire? La réponse est non. Si on accepte qu'Israël ait la bombe nucléaire, alors il faut accepter que l'Iran ou l'Arabie Saoudite la possèdent demain. Pourquoi certains pays auraient droit à la posséder et pas d'autres? Parce que si l'Iran avait la bombe nucléaire, permettez-moi de vous dire qu'elle ne serait pas attaquée aujourd'hui. On n'était pas loin d'un accord entre les Iraniens et les Américains. Au moment où on n'est pas loin d'un accord, Israël déclenche les hostilités et attaque l'Iran. Parce que, accord ou pas, c'est pas ça qui les importait. C'est pas le nucléaire qui les intéresse. C'est pas le peuple iranien qui les intéresse. C'est la déstabilisation du régime pour mettre la main sur la puissance énergétique iranienne. Comme ils ont fait en Syrie. Je reviens d'un briefing classifié à huis clos de 2 heures sur la guerre. Ça ne fait que me confirmer que c'est totalement incohérent. Nous ne parviendrons à atteindre aucun de nos objectifs affichés. L'explication la plus simple, vous savez, c'est peut-être celle qu'ils ont donnée au bout de 24 heures et sur laquelle ils ont un peu essayé de rétropédaler depuis. À savoir qu'Israël nous a forcés à le faire. Que Bibi a imposé ce timing. Netanyahou a décidé d'attaquer. Et il a convaincu Trump d'y aller avec lui. En lui faisant peur, en lui faisant croire que nos intérêts dans la région étaient menacés et que donc Trump avait tout intérêt à s'allier à lui. J'espère que ce n'est pas la seule explication, mais vous avez raison. Alors qu'on apprend maintenant que le programme nucléaire ne fait pas partie de leur cible, alors qu'on est de plus en plus certain qu'une direction encore plus radicale prend le pouvoir, alors que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, même après avoir neutralisé leur marine. Quelle explication reste-t-il ? C'est peut-être tout simplement qu'Israël nous a forcé la main. Et à quel point cela affaiblit-il l'image des États-Unis? À quel point sommes-nous faibles si nos alliés peuvent nous entraîner dans des guerres de leur choix, contraires aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis? Freedom is precious, but it has to be protected. And we have to understand that we're fighting here. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. Quel cafouillage dans la justification de ces frappes meurtrières. La question du nucléaire n'était donc définitivement qu'un alibi. Il fallait faire tomber ce régime à tout prix. Mr. Secretary, none of us here heard about Iran having missile technology that was that advanced, being able to range the United States, or being close to obtaining a nuclear weapon. I mean, the last thing we heard from the president on the nuclear weapon before, this war, as he calls it, was the Iranian nuclear program was obliterated. That means completely eliminated, gone for good. That's what obliterated means. And then on Saturday, this administration started a war on that basis inconsistent with the document that I think you're responsible for. And now, at least 6 U.S. service members have paid the ultimate price, based on this notion that Iran posed an imminent threat to the United States, to the homeland, and to our military. And many more are risking their lives right now to eliminate a threat that 6 weeks ago, when you published that document, you didn't really believe existed. Désormais, dans ce cafouillage, dans ce grand scandale, cette décision d'aller agresser l'Iran, le chef de la Maison-Blanche, mal à l'aise, commence à rétropédaler, à se défausser. The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States
found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. Ce n'est pas sa faute, c'est la faute à Toto. Maintenant, on sait sur qui taper. La vérité, cette fois, sort de la bouche de l'adulte. Ce sont ses collaborateurs qui lui auraient menti, à l'insu de son plein gré. C'est eux qui ont dit que l'Iran s'apprêtait à frapper. Qui croire dans tout ça? Netanyahou cherche à attaquer l'Iran depuis, disons, 30 ans. Et évidemment, on est à 1000 lieues de l'idée qu'il serait intervenu pour aider le peuple iranien à se libérer de ce régime. Il y a un certain nombre de personnages en France ou ailleurs qui continuent à développer ce discours qui est tout simplement fallacieux, quoi. Quand on dit, mais les Israéliens, ils vont pour libérer le peuple iranien, c'est absolument cynique et absolument erroné, quoi. Et pour revenir à notre histoire, le président Trump a donc choisi sur cette fausse base de bombarder une famille entière. Ça veut dire que désormais, quand vous détestez quelqu'un, vous n'avez pas besoin juste de le cibler, non. Sa famille, sa descendance, tout ce qui va avec, vous tuez. Ce n'est absolument pas un crime de guerre, c'est la règle. Ils n'avaient qu'à pas rester en famille. Les enfants n'avaient qu'à ne pas être à proximité de leurs parents. Où est donc passé le fameux code d'honneur, la fameuse éthique des grands hommes que l'on vantait tant? Pendant ce temps, le monde observe. Et puisque les États-Unis n'ont plus les moyens de livrer des guerres longues, lourdes et simultanées telles qu'en Irak, pour des raisons à la fois intérieures et financières, ils sont passés aux assassinats ciblés. On coupe la tête. Seulement le problème des assassinats ciblés est que vous faites votre stratégie sur l'adversaire comme si c'était une tribu d'Indiens. C'est-à-dire, vous tuez le chef, c'est la débandade. Tout le monde se soumet et vous arrivez, vous êtes le nouveau patron qui impose sa loi. Mais ça ne marche pas dans le cas des grandes nations comme l'Iran, qui sont structurées, organisées, avec une constitution et une vieille tradition politique. Ça ne marche pas. C'est important d'être cultivé lorsque l'on occupe certaines fonctions aussi stratégiques. Et la technique de l'assassinat ciblé ne marche pas, surtout avec un peuple aussi organisé et un régime qui avait anticipé sur ce type de stratégie. Vous en tuez un, et il y en a un autre plus revanchard qui apparaît. Mais il n'y a donc personne pour le rappeler au patron de la Maison-Blanche? En Irak, on a tué Saddam Hussein, on a installé le chaos. On y attend toujours la démocratie promise. Au Venezuela, on a arrêté Maduro. Même si l'on a mis la main sur le pétrole, la situation n'a pas changé. Aujourd'hui, après la mort de l'ayatollah Khamenei, il n'a pas été remplacé par celui dont le président Trump disait déjà connaître le nom. Il a été remplacé par son fils, qui a perdu toute sa famille dans cette expédition sanglante, qui, selon les informations distillées ces dernières heures par Washington, serait défiguré. Ce qui ne peut donner lieu qu'à une radicalisation du régime. Qui pourrait reprocher à un homme dont on a tué le père, la mère, les frères, la femme, les enfants, les neveux et autres d'exiger vengeance? Depuis 20 ans, il avait la main lourde sur le bureau de son père. Et quand on parle du bureau de son père, il faut étudier en détail ce que c'est ce bureau. C'est ce bureau qui a la main lourde à la fois sur 3 domaines. 3 domaines très très importants. Faites tout ce que vous voulez en Iran, mais ne touchez pas à ces 3 domaines. 1, le militaire, notamment les gardiens de la révolution islamique. Donc, Mujtaba avait la main sur les gardiens. Il n'est pas utilisé par les gardiens, il est gardien, il fait partie de ce corps-là. Le deuxième domaine, c'est l'économie. Faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à l'économie. Jamais une entreprise internationale, nationale ou locale pourrait s'installer en Iran sans son filtre. Et le troisième domaine, c'est la relation internationale. La totalité des relations internationales passées par son filtre. Okay. Et ensuite, quand il arrive, dès le premier jour de son pouvoir, même avant sa nomination, parce qu'une fois son père est disparu, c'est lui qui était déjà dans les coulisses. Mais en tout cas, il y a 2 personnalités qui gèrent le pays, qui ont 2 très bonnes relations avec Mujtaba depuis toujours. Bon, vous nous dites, c'est pas un pantin des gardiens de la Révolution, mais est-ce qu'il est dans la continuité de son père ou pas? Non. Oui, dans la continuité en termes idéologiques, bien évidemment, mais en termes de stratégie de guerre, il est vraiment dans la radicalisation de la conflictualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de 89 à 2026, son père qui était au pouvoir, premier homme, il n'a jamais attaqué un pays du Golfe. Il n'a jamais attaqué un pays arabe.
dès qu'il arrive, avec le premier jour de la disparition, c'est la totalité des pays du Golfe lourdement attaqués par Mujtaba. Et ensuite, avant sa nomination, même Kalibaf, qui est un général des gardiens et désormais qui dirige l'Assemblée nationale iranienne, ou même le responsable de la sécurité nationale, Larijani, personne n'osait dire on ferme le détroit d'Ormuz définitivement. D'accord. Donc il est dans une stratégie de radicalisation ou de conflictualisation. En l'installant à la place de son père à la tête du pays, n'est-ce pas un message clair de radicalisation, de vengeance, de vendetta? We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. On continue de fanfaronner de ce côté-ci. Est-ce que sa mort ou ses blessures ou sa disparition de la scène internationale ont fait tomber le régime? Non. Est-ce que cette action a retourné l'opinion nationale iranienne? Non. Et comment penser à l'apaisement lorsque l'on continue ainsi de se vanter de son action, de son crime? Et la propagande se poursuit. Il y a quelques jours, le président Trump annonçait que la guerre, initialement prévue pour 40 jours, peut durer plus longtemps. Et le lendemain, hop, la guerre est presque finie, j'ai gagné. Ça durera aussi longtemps que nécessaire. Ils ont été décimés. Le pays est dans un état critique. Tout s'effondre chez eux. Et aussitôt, la presse internationale s'en fait l'écho avec les explications alambiquées des pseudo-spécialistes et officiers militaires des plateaux de télévision. Et je pense que rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir. Mais que s'est-il passé que nous avons du mal à comprendre de façon cohérente sur les plateaux? 1. Les missiles iraniens ont presque toutes frappé les bases américaines du Moyen-Orient et ont épuisé le stock des missiles israéliens d'interception. Du coup, les frappes sont si efficaces sur Tel Aviv et Haïfa qu'Israël impose une censure totale sur les dégâts avec une lourde peine de prison sur ceux qui filment. Pour lui, la peur semble peu à peu avoir changé de camp. Du moins, la fanfaronnade du début semble avoir laissé place à l'interrogation. 2. Le prix du pétrole flambe. Il faut rassurer la bourse. C'est pourquoi, toute honte bue, le secrétaire d'État à l'énergie annonce avec fierté qu'ils ont réussi, avec l'US Navy, à escorter un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Quelques heures plus tard, il retire son tweet. Si on fanfaronne sur la seule idée d'avoir escorté un seul navire dans ce détroit d'Ormuz, cela traduit bien qu'il ne maîtrise pas la situation dans ce précieux passage du pétrole. C'est un aveu clair que ce détroit précieux n'est pas du tout maîtrisé. Ceci illustre la frilosité qui s'est installée à Washington, où on ne sait plus comment faire machine arrière devant l'escalade, où on n'ose pas avouer que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Plus ridicule encore, cette demande de Donald Trump, qui devant l'impuissance à maîtriser le lieu de passage du pétrole le plus précieux du monde, le détroit d'Ormuz, en appelle à ses alliés européens qui l'ignoraient jusque-là. Oui, tout à fait. Le message de Donald Trump de ce matin a surpris un peu tout le monde ici, car c'est la première fois depuis le début du conflit que le président américain reconnaît qu'en quelque sorte, les États-Unis ont besoin d'aide pour résoudre ces situations dans le détroit d'Ormuz. Il espère, je cite, que la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Corée du Sud vont envoyer des navires dans la zone pour sécuriser les pétroliers. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce même message, Donald Trump affirme que les États-Unis ont détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, à part quelques drones. En fait, c'est un aveu d'échec. Les États-Unis ont beau multiplier les frappes, ils n'arrivent pas à réduire à néant la capacité de nuire de l'Iran. Curieux personnage tout de même. Après avoir fanfaronné, méprisé ses alliés, il leur impose de s'occuper de faire le ménage là où il a mis du grand désordre. Lui qui disait avoir tout détruit de l'arsenal militaire iranien ne parvient pas à sécuriser ce précieux passage qui fait flamber la bourse. Je pense que Macron va nous aider. Nous nous sommes parlé hier. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. La moindre des choses, si nous envoyons nos forces vers le danger,
c'est de prendre cette décision dans un cadre légal et avec un plan bien pensé. On préfère ne pas s'en mêler, m'ont-ils dit. Vous voulez dire que ça fait 40 ans qu'on vous protège et vous refusez de nous aider pour quelque chose de mineur? A few days ago, this little Fanta was barking at half of the planet and now crying for help like a scared house cat. From I hate China to please help China. Bro, this is war, not your tariff circus where you start and stop the show according to your mood swing. Il est isolé dans le monde, il nous a craché à la gueule pendant une année, à nous, Européens, donc c'est pas nous qui allons l'aider. We want them to come and help us with the strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Autre élément remarquable que l'on entend peu, celui qui a secoué la classe politique de Corée du Sud il y a quelques jours. De quoi s'agit-il? Dans son soutien à la Corée du Sud, les USA y avaient installé un impressionnant système d'antimissiles. L'objet étant de bloquer tout missile lancé par l'incontrôlable voisin de Corée du Nord. 저희가 확보한 영상을 보면 발사대 6대 전체가 기지 밖으로 나갔습니다. 미국에선 주한미군 사드의 일부가 중동으로 이동 중이라는 보도가 나왔습니다. 김태훈 국방전문 기자가 단독 취재했습니다. Depuis quelques jours, sans crier gare, malgré les réticences des autorités de Séoul, les États-Unis sont venus chercher leur système antimissile pour le placer là où ils en ont le plus besoin en ce moment. Depuis le 28 février dernier, après les premières frappes américaines sur Téhéran, plusieurs répliques iraniennes ont endommagé les radars américains de suivi des missiles ANTPY-2. Et ces radars, contenus dans le système antimissile placé en Corée du Sud, jouent un rôle central dans la détection et le suivi des missiles balistiques 2. 500 millions et 1 milliard de dollars. Ils sont très très rares. Seule une vingtaine d'exemplaires ont été fabriqués depuis les années 90, c'est dire. Alors on a décidé de déshabiller l'allié coréen pour habiller le partenaire du Proche-Orient. Et cela prend du temps. Autre raison à cette annonce d'une guerre courte, le fait que les alliés du Golfe prennent cher dans cette guerre puisque chaque jour, quasiment, ils sont l'objet des frappes de l'Iran. Dubaï, dont l'aéroport a été touché, s'est vidé de ses visiteurs à une vitesse impressionnante et les carnets de commandes ont fondu comme neige au soleil. Ça ne peut pas durer. How close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. What she said, I think they were very close to having. Il s'en fiche de ce que les services ont pu dire. Il a dit que c'est une guerre préventive. Le débat est clos. Et accrochez-vous, c'est ce que les médias ont repris comme des perroquets. Frappe préventive. Frappe préventive. Frappe préventive. Ils reprennent exactement le même vocable. Malheur à celui qui sort des rangs. Extraordinaire la liberté de pensée et d'expression dans ces rédactions dites libres. Écoutez ce que le président de la République française, Emmanuel Macron, répond. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux. Il reprend exactement le même argument. C'est la faute à l'Iran. Et on a libéré les Iraniens. Les deux alliés USA et Israël ont tellement de mépris pour leur homologue qu'ils n'ont même pas jugé nécessaire de le prévenir des frappes. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. C'est dire le grand respect qu'ils ont pour Emmanuel. Et pourtant, il continue de défendre sa position. La consigne est claire, puisque même son ministre des Affaires étrangères refuse d'avoir une voix dissonante. Il ne faut surtout pas fâcher Washington et Tel Aviv, même à propos de leurs frappes israéliennes au Liban. Le Hezbollah doit cesser ses frappes, lui qui porte une responsabilité écrasante dans la situation que nous vivons aujourd'hui, et Israël doit s'abstenir de toute prolongation de ses opérations militaires au Liban. Disproportionnées. Les opérations israéliennes doivent s'arrêter, et celles du Hezbollah également. C'est l'objectif, d'ailleurs, des échanges nombreux. Pardon ? Donc l'action d'Israël n'est pas disproportionnée.